Octobre 1916, un redoutable pilote de chasse patrouillait loin de sa Touraine natale, la plupart du temps au-delà des lignes prussiennes, dans le ciel de la Meuse, trop souvent peut-être. Pionnier tacticien de l'aviation de combat, prenant des risques considérables tout en maîtrisant ses évolutions en avance sur son temps, il était devenu un des meilleurs as de l'histoire de la première moitié de la guerre 14-18. Un des 3 ou 4 premiers as aussi, avec l'incomparable chasseur Georges Guynemer, à combattre à bord du tout aussi redoutable Spad 7, équipé de la jeune mais efficace hélice Éclair, le premier chef-d'œuvre de Marcel Dassault. Moins de 3 ans plus tôt, notre redoutable pilote avait été un des premiers au monde à réaliser de vertigineux loopings sur Blériot 11. Aussi étrange que cela puisse voler, ce frêle appareil avait traversé la Manche seulement 4 ans auparavant. L'aviateur tourangeau avait été formé à Bonne École, au terrain d'aviation de Buc, au sud de Versailles, la première école à se spécialiser dans les acrobaties aériennes. Alors, entre parenthèses, il y avait Adolphe Pégou, qui était très connu, il y avait le Suisse Domenio, enfin, bref, je passe. La presse française et même internationale ne s'y trompait pas car elle avait donné à ce jeune pilote la réputation de virtuose des airs. Plus tard, pendant la guerre, lorsqu'un journaliste lui demanda comment il pouvait lui narrer ses combats aériens, il évoqua à un moment ses impressions dans l'éventualité d'affronter une mort souvent atroce. Le métier de chasseur en avion exige surtout de la part de ceux qui le pratiquent de ne pas trop le raisonner, livra-t-il. Cet aviateur fabuleux que fut Maxime Lenoir est né 3 jours avant Noël 1888, tout près des rives de la Loire, dans la vallée des Rois, en Indre-et-Loire. Alors, vallée des Rois, bien sûr, c'est la vallée de la Loire. Pas n'importe où, à charger à seulement 2,5 milles nautiques, soit 4 km environ, à vol d'oiseau de la dernière demeure de Léonard de Vinci à Amboise. C'est là que l'ami de François Ier est supposé avoir amené et même, paraît-il, achevé ou modifié la Joconde. C'est là aussi au Clos Lucé qu'il théorisa le vol artificiel comme aucun ne l'avait encore jamais fait. Alors, là, je fais une parenthèse parce que j'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur Geoffroy, qui a fait pas mal de conférences sur le sujet. Je sais qu'il y a plein de personnes qui cherchent sur Léonard de Vinci. Et puis, je sais aussi que, en fait, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas, ou partiellement, parce que d'un pays à l'autre. Alors à Venise, par exemple, j'ai découvert lors d'une exposition que il y avait des appareils que j'avais jamais connus, qui avaient été créés par Léonard de Vinci. Il y a des ouvrages, alors il en a écrit tellement que c'est très difficile de pouvoir faire un condensé de toute son œuvre. Il apparaît que ses recherches font partie du codex, c'est le livre E, il me semble, c'est les dernières recherches. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, il a dû commencer en Italie, ça c'est sûr et certain, dans ces dernières années en Italie, à travailler sur le vol des oiseaux et une éventuelle machine à voler. Alors après, à Amboise, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Ouais. Alors dans ces premiers balbutiements de l'aéronautique encore fictive, le génie de Léonard de Vinci consistait en une somme de connaissances très diverses, alliées à une faculté d'envisager mais aussi de concevoir l'inimaginable, au point d'effacer régulièrement les barrières de l'inconnu. Il est l'archétype du génie visionnaire dans l'histoire de l'humanité, tant ses œuvres furent nombreuses et très en avance sur leur temps. Le Clos Lucé est un musée très visité par les touristes du monde entier qui peuvent s'émerveiller d'une partie de l'œuvre immense du génie florentin qui vécut là ces dernières années. En fait, on peut toujours visiter, il y a un parc, c'est bien entretenu, c'est très joli, puis c'est très drôle, j'ai beaucoup aimé les phrases que je vais citer après, parce que ça révèle quand même le personnage qui devait être assez malicieux. L'esprit de cet invité était ô combien singulier et précieux aux yeux du roi de France. Il y a quelque chose d'inattendu, voire d'imprévisible, qui peut plaire aux visiteurs plus que la beauté du site.
Ce sont ces petites citations affichées çà et là dans toute l'ancienne demeure léguée par le roi à son ami. Léonard de Vinci a été cité tant de fois que les parois du Clos Lucé ne peuvent contenir toutes ces petites phrases dont il avait le secret. L'expression de ses pensées pouvait être empreinte de sagesse et d'aventure, grave et drôle, poétique et scientifique, foisonnante d'idées matérielles, terre à terre, lumineuse comme le feu, ruisselante comme l'eau, fugitive comme le vent. Le visiteur ne peut s'empêcher de sourire en lisant certaines de ces citations. Parmi celles-ci, on peut distinguer la dernière citation du philosophe et humoriste à ses heures, maintes fois reprise. Elle révèle quels enseignements il avait retenus dans tant de domaines dans l'aéronautique et jusqu'où il pouvait aller dans sa vision. Rien ne nous trompe autant que notre jugement. Donc, de la part d'un scientifique, c'est intéressant. C'est une phrase qu'on peut lire sur les murs du Clos Lucé. J'aime beaucoup la suivante. Jamais le soleil ne voit l'ombre. La nature est remplie d'une infinité de raisons dont l'expérience n'a jamais vu la trace. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c'est là que vous êtes allé et c'est là que toujours vous désirerez ardemment retourner. Avait-il donc déjà volé ? La dernière citation, sans doute la plus célèbre, pourrait le supposer, mais il est communément admis qu'il n'est jamais parvenu à voler. Pourtant, un de ses croquis de parachute pourrait suggérer qu'il aurait parfaitement pu voler comme cela a été démontré il y a quelques années. Cela ne prouve pas qu'il ait volé. Il était cependant un formidable visionnaire. Imaginons maintenant qu'il ait volé. C'est d'ailleurs une hypothèse minoritaire qui revient parfois dans l'histoire. Pourrait-on dire aujourd'hui qu'il était davantage inventeur que visionnaire ? Peut-être, mais cela n'enlèverait que peu d'éclat à sa vision, car pour inventer, il faut nécessairement pouvoir se projeter. Il détenait probablement cette vision pleine de vérité de l'aéronautique du futur. Si on n'entrevoit que les bribes de sa pensée, il y a des chances qu'il connaissait d'avance comment nous exploiterions ce nouveau moyen de transport. Et pourtant, Léonard de Vinci, aussi visionnaire fut-il au début du XVIe siècle, aurait-il pu imaginer que, 4 siècles plus tard, un enfant naîtrait à quelques minutes à pied du château d'Amboise et que, jeune homme, il quitterait les vignes familiales pour se consacrer au vol acrobatique dans de frêles embarcations ailées capables de reproduire à peu de choses près les virevoltes de l'hirondelle ? Aurait-il pu imaginer que cet acrobate des airs partirait tel un Fulcanera à l'assaut de Valkyries sur des machines volantes crachant le feu comme des dragons fondant sur leur proie et devenir un des plus redoutables chevaliers du ciel en son temps au-dessus de Verdun dans une guerre qui serait grande car européenne puis mondiale ? Car pendant quelques mois, au plus fort de la terrible bataille, cet aviateur deviendrait le meilleur dans le ciel de la Meuse. Léonard de Vinci n'aurait sans doute pas été surpris de la notoriété d'un combattant aussi adroit qu'audacieux, mais il n'aurait peut-être pas compris pourquoi il fut ensuite oublié pendant près d'un siècle. Mais comme tout inventeur le sait, lorsqu'on cherche bien, presque tout peut s'expliquer. Alors il y a une illustration ensuite de la chapelle Saint-Hubert vue de la ville d'Amboise en hauteur, elle est encerclée. Le destin fabuleux de Maxime Lenoir débute au XIXe siècle et s'enchaîne ainsi. Enfant de chargé en Touraine, puis vigneron, mécanicien, chauffeur de taxi, pilote d'avion, pionnier virtuose de l'aviation en tournée dans de nombreux meetings, soldat dans la cavalerie, pilote de chasse, pilote d'essai militaire lorsqu'il mit en place et testa de nouvelles techniques d'assaut aérien, Douglas, renommé aussi redouté dans le ciel de Verdun que le fut Fulcanera en terre d'Anjou.
Enfin inconnu pendant près d'un siècle, pour ressurgir dans nos mémoires lorsqu'il fut officiellement choisi comme le héros de la guerre 1914-1918 pour Tours et l'Indre-et-Loire, lors de l'opération Sans ville, sans héros, sans drapeau à l'été 2014. Sa destinée peut être contemplée à sa juste valeur, car ce n'est pas par hasard qu'il fut maintes fois décoré dans l'armée française et récompensé par l'aviation civile en France comme aux États-Unis. Toutes ces phalères et récompenses vinrent saluer sa bravoure et son talent à mesure qu'il bravait le feu ennemi, faisant fi de la mort dans des évolutions aériennes qui forçaient l'admiration, la fascination et l'émerveillement qu'a pu susciter le vol sous toutes ses formes, ont probablement développé chez ses adeptes une fierté à essayer de conquérir le ciel, d'où la dérive d'une retranscription plus ou moins chauvine dans toutes les histoires de l'aviation publiées de par le monde. Si on tente de s'éloigner de ce modèle, on peut toujours se faire prendre au piège des préférences personnelles, mais nous verrons que, sans leur accorder systématiquement la part belle de cette conquête, les Français n'ont pas à rougir de leur histoire, puisqu'un grand nombre d'entre eux furent de véritables pionniers et des experts. Il convient donc de replacer les exploits de Maxime Lenoir dans leur contexte historique, aéronautique et militaire. Il convient aussi de remonter le chemin parcouru par l'humanité depuis les origines de la conquête de l'air pour bien saisir la mesure de ses exploits. Il est essentiel de comprendre ce qui a pu motiver tous ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, comme il est essentiel de mesurer l'émotion et l'impact que ceux-ci ont pu causer sur les foules et sur les vocations. L'énorme émotion provoquée par ces événements successifs avait de quoi bouleverser les spectateurs et lecteurs. C'est ainsi qu'on peut entrevoir ce que Maxime Lenoir avait d'exceptionnel et d'émouvant comme pilote de l'aviation civile et surtout militaire. Plus qu'une analyse historique, il s'agit de tenter d'estimer dans la seconde partie de ce livre son talent, sa bravoure et sa renommée, qui fut en son temps internationale. Et enfin, pourquoi cet aviateur d'exception a pu sombrer dans un oubli qui a bien failli se prolonger encore. Tout le monde a déjà vu au moins une chronologie sur l'histoire de l'aviation dans sa vie. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'existe pas une histoire de l'aviation qui ressemble complètement à une autre. Il n'est pas rare de trouver des histoires de l'aviation où il est de bon ton de rajouter et de supprimer des épisodes de la conquête de l'espace, notamment en Russie et aux États-Unis, mais pas seulement, puisqu'on en trouve en Australie, en Chine, en France et dans d'autres pays. Des organismes, gouvernementaux ou pas, des fonds privés et des particuliers ont régulièrement publié ou mis en ligne, voire mis en scène, plusieurs histoires de l'aviation, toutes différentes. Sans tomber systématiquement dans la propagande, ces publications mettent souvent à l'honneur des pionniers de l'aéronautique du pays d'origine de l'auteur de la publication historique. Ce patriotisme ou nationalisme notable n'est pas nécessairement dû à un chauvinisme inhérent de l'auteur. C'est peut-être que tout simplement les journalistes et écrivains de l'époque ne pouvaient pas varier leurs sources et explorer les conquêtes de l'air qui avaient été suggérées ou réalisées à l'étranger. Internet n'existait pas et l'information bénéficiait d'une mise au point plus locale que globale. Aussi, il est humain de relater des faits accomplis dans un environnement propice ou plutôt une atmosphère dans laquelle baigne l'historien ou le journaliste. Ce livre ne fait sans doute pas exception à ce constat, du moins il va tenter d'accorder une juste place à certains événements de l'histoire de l'aviation. Pour toutes ces raisons, des contrées à l'autre du bout du monde et des civilisations des temps anciens ont pu passer inaperçues dans maintes histoires de l'aviation. L'histoire de Maxime Lenoir est tombée dans les oubliettes pour une toute autre raison, mais avec du recul, il est plus facile de contempler le passage bref mais lumineux de ce chevalier du ciel dans une histoire de l'aviation quelque peu révisée dans ses principaux points de repère. Vous vous demandez peut-être encore ce qui va se raconter ici. Vous aurez l'avantage de distinguer ceux dont les acteurs majeurs de l'aéronautique du début du XXe siècle, les spectateurs ou lecteurs de l'époque, avaient conscience et ce en quoi l'histoire de l'aviation consistait. En plus de ce que nous savons de l'horreur vécue par des millions de soldats et de pauvres gens pendant la Grande Guerre, avec un regard particulier sur ce qu'ont enduré les poilus côté français
et les Feldgrauen de l'Empire allemand à Verdun. Une biographie du héros tourangeau serait un peu fade si on n'y incluait pas la mesure fantastique et bien réelle de la conquête de l'air, de la bravoure et du sacrifice de ces anciens combattants, dont faisait partie Maxime Lenoir. Alors, une parenthèse, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage, Maxime Lenoir, c'est qu'il est vraiment à l'intersection de la conquête de l'air réellement, parce il a participé à ces acrobaties aériennes. Ensuite, il a participé aux batailles aériennes qui ont permis de développer l'aviation ensuite. Donc, c'est-à-dire, il a fait partie de ces deux sphères, on va dire, hein, civile et militaire. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il a pu apporter une certaine expérience. On verra pourquoi d'ailleurs. Donc elle serait un peu fade si on n'y incluait pas la mesure fantastique et bien réelle de la conquête de l'air, de la bravoure et du sacrifice de ces anciens combattants dont faisait partie Maxime Lenoir. C'est pourquoi ce livre n'est pas une biographie, mais un enchaînement de plusieurs histoires de l'aviation. Alors en dessous, une illustration de Chargé, le village natal de Maxime Lenoir, sur la rive gauche de la Loire. Jacques Charles, un autre illustre ligérien né à Beaugency, sur la Loire, à 60 km en amont de Chargé, entre Blois et Orléans, avait accompli l'exploit en 1783 de faire s'élever un ballon d'hydrogène plus longtemps que la montgolfière d'Annonay. En 1870, un génie de la ville de Descartes, en Indre-et-Loire, à 60 km au sud-ouest de Chargé, accomplissait des prodiges en concevant des oiseaux mécaniques et même un hélicoptère électrique. Il s'appelait Gustave Trouvé et fut longtemps oublié. Au bout de la Loire, Jules Verne avait bien deviné les enjeux et les perspectives de la troisième dimension. Il ne s'imaginait peut-être pas que 43 ans après la publication de Le Tour du Monde en 80 jours, des pilotes d'embarcations ailées se livreraient une guerre sans merci dans le ciel de Verdun. Léonard de Vinci ne pouvait deviner ce qui allait se jouer au cœur de la vallée des rois et dans les pays de la Loire. Il ne savait pas encore que plusieurs Ligériens concouraient à la conquête de l'air. Il y aurait Beignet et ses cannes volantes, Jacques Charles et son ballon à hydrogène, Gustave Trouvé et ses machines volantes, et Jules Verne, le grand visionnaire du voyage céleste. Il ne pouvait pas savoir qu'un enfant de la Loire deviendrait l'as des as du ciel de Verdun en 1916, avant de sombrer dans l'oubli pendant un siècle. Et voilà, c'est terminé pour le chapitre 1. Je vous laisse poser vos questions dans les commentaires. Et puis à bientôt pour le chapitre 2 qui sera l'envol imaginaire.